Ma mère, ces bijoux étaient faits par des Sénégalais. Les Angolais, qui étaient nombreux également chez nous, qu'on connaissait comme les San Salvador, donc évoquaient pour nous l'histoire de l'ancien royaume du Congo, mais on les connaissait aussi comme très bons couturiers, tailleurs pour hommes. Il y avait aussi beaucoup de ceux qu'on appelait les popos. Les popos, c'est-à-dire en fait les gens qui sont du Togo, du Ghana, du Bénin actuel et peut-être un peu du Nigeria. Donc tous ces gens du golfe de Guinée qui étaient très nombreux chez nous. Sans compter que il y avait des noyaux de musulmans. Donc il y a aujourd'hui des mosquées dans certaines communes de Kinshasa qui sont des mosquées des années 50 peut-être, des années 40. Donc cette présence-là est une présence ouest-africaine, mais c'est aussi une présence est-africaine avec des Swahili qui parlaient Swahili et qui étaient musulmans. Moi, je n'ai jamais aimé, dès cette enfance, le qualificatif de arabe ou arabisé. Aujourd'hui, je peux rationaliser autour, mais à l'époque, j'ai jamais aimé ça parce que l'une de mes tantes était mariée avec un Swahili, soldat, ancien militaire, ancien combattant, musulman, swahiliphone, et qui disait qu'ils n'étaient pas arabes, et encore moins arabisés, qu'ils étaient congolais, africains, swahili. Donc c'est un bain culturel et social, et intellectuel aussi, et artistique d'une extraordinaire richesse, et je pense que c'est ce milieu qui peut expliquer toute la suite. Donc notamment le fait que les livres étaient rares. Ils n'étaient pas chers par rapport aux revenus de ma famille, ils étaient rares. Et donc les rares livres que l'on avait à l'école étaient des livres, des livres de littérature française ou de littérature néerlandaise, mais avec des extraits. Donc c'est pas un livre que tu peux lire de bout en bout, avec une histoire, avec tout un argumentaire. Et donc la soif des livres a été quelque chose d'important, et assez vite, je pense, quand je suis entré en sixième de l'école secondaire, j'ai commencé à acheter des livres, on m'achetait des livres. Et l'époque a fait aussi que nous avons au Congo une relation très particulière avec les États-Unis, parce que dans les années 50, on voyait beaucoup à Kinshasa les films américains, et d'ailleurs de très bons films américains. Humphrey Bogart était quelqu'un qui était connu de nous tous, et d'ailleurs beaucoup de gens, les noceurs de l'époque, les garçons, on les appelait Bogart, en jouant sur à la fois le Bogart de Humphrey et le Boga de la langue française. Et du coup aussi la musique américaine, bien sûr, plutôt je dirais le jazz que le spiritual, ce qui est venu beaucoup plus tard. Je pense parce que l'Église catholique était contre la diffusion des spirituals, et très vite on ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Mais après, dans l'histoire politique, on l'a vu, la CIA a eu une antenne à Kinshasa qui était le Centre culturel américain, qui était d'ailleurs près du premier collège que j'ai fréquenté, dans le quartier européen. Et le Centre culturel américain avait le double avantage d'avoir une salle de lecture,
avec une bibliothèque en libre accès à la mode américaine et aussi une salle climatisée. Et donc à Kinshasa, que ce soit au mois de novembre, décembre ou pendant la saison sèche, avoir une salle climatisée où vous pouvez avoir des livres librement et lire, c'était quelque chose de vraiment important. Mon père, qui était médecin africain, et ma mère, qui était institutrice, le père surtout, était dans des réseaux d'amis. Aujourd'hui, après coup, on peut voir que c'était des groupes d'études, de groupes de réflexion, qui aussi achetaient beaucoup de livres. Et de temps en temps, quand il n'était pas là, bien sûr, je jetais un coup d'œil à ces livres. Donc c'est un... Je pense que l'une des choses dont je vois que ça fait une différence entre les collègues et les amis de mon âge et moi-même, c'est justement ce bain, cette plongée permanente et totalement libre que on m'a laissé faire dans ce milieu extrêmement riche dont j'ai tiré le maximum sans me rendre compte à l'époque que je tirais beaucoup et auquel je n'ai rien donné. Par exemple, maintenant que je fais de l'histoire, toute la musique de cette période, je la connais par cœur, évidemment. Et je crois que je suis l'un des rares, quand on parle de la société congolaise et de la société quinoise, à me référer à ces textes-là en disant « faites attention à ceci et à cela ». Et ce que vous dites, ça n'est pas vrai parce que, je ne sais pas, par exemple, les rôles entre genres masculin et féminin, on a l'impression que les femmes ont toujours été écrasées et beaucoup d'organisations féministes développent cette thématique-là. On leur dit, attention, il y a une histoire là-dedans parce que dans les années 50, ce que les femmes chantent à l'époque et ce que certains hommes chantent des femmes, ça n'est pas du tout ce que nous disons aujourd'hui. Et qu'il y a eu peut-être une régression dans le rôle des femmes à l'époque. Moi, j'ai été élevé d'abord par mes grands-parents, la mère et le père de ma mère. Ma mère était commerçante, elle vendait de l'alcool de maïs, et c'est elle qui a fait de moi ce que je suis. C'est-à-dire, comme elle ne savait pas écrire, elle me disait « tu vas écrire la lettre que je vais écrire ». Et mon grand-père était aveugle, il avait perdu la vue. Et quand je sortais, il me disait « tu vas me dire ce que tu vois ». Et donc, ça veut dire que tu es obligé de parler pour d'autres et d'écrire pour d'autres. Donc, ça te donne à la fois le goût de l'écriture et le goût de la parole. Et ça te donne aussi une sorte de savoir-faire qui peut t'accompagner pendant très très longtemps. Et donc, c'est ce rapport, hein, à Kinshasa, et pour moi la ville reste Kinshasa. Avant Lyon, que j'ai bien connu, avant Paris, la ville c'est Kinshasa. Mon père donc était dans le vocabulaire colonial du Congo assistant médical, donc c'est le grade le plus élevé que les Noirs, comme on disait à l'époque, pouvaient atteindre. Et les choses ont fait que il a participé à la Deuxième Guerre mondiale au moment où la Belgique était occupée par les Allemands et où la majorité des Belges, y compris le roi Léopold III, collaboraient avec l'Allemagne. Le Congo était plus ou moins occupé par disons l'Angleterre, hein, c'est l'une des conséquences de la conférence de Berlin, et donc un certain nombre de jeunes gens ont été recrutés, si on peut dire, de force, et emmenés combattre contre les Japonais en Birmanie. Donc il y est arrivé en 1944 et il y est resté jusqu'en 1946. Donc le départ de Kinshasa, Kisangani, Mombasa, Sri Lanka,
l'Inde et la Birmanie. La guerre terminée après la Hiroshima et Nagasaki, le retour en Inde. Donc, le papa a ramené à notre mère des cadeaux de l'Inde. Et donc, il est resté en Inde en 45 et en 46. Je ne sais pas s'il est... quand on voit ça, c'est-à-dire à l'époque où l'Inde est en train de devenir indépendante. Et donc, ces gens sont revenus complètement transformés. Et donc il est devenu assistant médical et disons, je passe sur un certain nombre de détails, mais au moment de l'indépendance, les Belges sont tous partis précipitamment. C'est presque le scénario de la Guinée, hein, de Sékou. Et donc il y a eu un programme de l'OMS pour donner à ces médecins africains qui opéraient, qui faisaient toutes les choses, la légitimité, disons, de diplôme qui leur permettent d'être médecins. Et c'est dans ces conditions qu'il est venu en France, et moi avec lui, et c'est comme ça qu'a commencé si on peut dire, ma carrière française. La mère était institutrice, donc avec la maman, on s'est toujours écrit, et donc elle était institutrice dans les écoles congolaises, où les cours se faisaient en langue congolaise, donc en lingala, et quand nous nous écrivions en lingala. Je pense qu'aujourd'hui, je suis l'un des rares Congolais qui peut écrire une lettre, faire un argumentaire, faire des conférences sérieuses en lingala, parce que j'ai été alphabétisé dans cette langue. Et le papa, lui, bon, c'est un intellectuel de cette génération, disons un universitaire, un homme cultivé de cette génération, et qui a aussi subi, je dirais, la même accélération dans la formation de sa pensée. De ses collègues lyonnais disaient votre fils il est très bon en sciences naturelles, en biologie, il faut en faire un médecin comme vous, mais il s'est rendu compte que ça ne m'intéressait absolument pas et que ce qui m'intéressait c'était les polémiques philosophiques, historiques et autres, et donc il m'a entièrement laissé faire et plus que ça encouragé à faire ce que je voulais. Donc nous sommes arrivés en France en 1962. Moi je suis arrivé avec mes frères et sœurs et ma mère au début en janvier 1962. Le papa était arrivé plus tôt, l'année précédente. Et je dirais... arrivé à Lyon en 62, c'est pas rien. C'est une ville où il y a beaucoup d'exilés espagnols de la guerre civile et qui en parlent, qui ont des enfants, qui ont mon âge. On est à l'école ensemble. Tu connais Franco? Non, je ne connais pas Franco. Enfin, je connaissais Franco, le Franco de Congo, mais je savais bien qu'il s'agissait d'un autre Franco. Mais c'est scandaleux, comment tu connais? C'est un criminel, etc. Ok, donc c'est parti comme ça. Il y avait aussi, à Lyon à l'époque, on habitait à Villeurbanne, une ville ouvrière, une classe ouvrière française extrêmement combative, et aussi déjà beaucoup de travailleurs algériens, on disait à l'époque arabes, très nombreux et très très combatifs. À la fois, on le comprenait à demi-mot par rapport au FLN et par rapport au Parti communiste français. Et il y avait aussi beaucoup de juifs français, dont l'identité était d'autant plus forte à Lyon que Lyon a été l'une des bases de la Gestapo en France, hein, avec beaucoup d'arrestations, beaucoup de crimes aussi de juifs et de français, et beaucoup de juifs algériens qui venaient à ce moment-là. Sans compter qu'il y avait aussi à Lyon, il y a eu beaucoup de soldats sénégalais
de la Deuxième Guerre mondiale, dont l'un des contingents a été massacré par la Wehrmacht et les chars allemands ont roulé sur leurs cadavres. Donc moi je suis arrivé dans cette ville-là. Et donc j'ai appris tout ça en 2 ou 3 ans. C'est plus tard, une fois passé le bac, qu'on va apprendre autre chose. Certains de mes amis faisaient la psycho à l'université. Moi, j'étais en classe préparatoire. Et donc, on a découvert qu'à Lyon était passé un étudiant en médecine très brillant qui s'appelait Frantz Fanon. Et Lyon était aussi l'une des bases de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui était toujours en guerre contre le pouvoir français, le pouvoir de Ahidjo. Et Lyon était aussi l'une des grandes bases, avec Bordeaux et Paris, de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Donc ça veut dire un moment absolument exceptionnel. Et un bouillonnement intellectuel et énorme, et de tous ces gens, ce que j'ai retenu, mes parents m'ont toujours dit: tu auras tout ce que tu veux tant que tu cherches l'excellence. Tu auras tout ce que tu veux. Et les amis que l'on a fréquentés dans tous ces mouvements politico-intellectuels, notamment à la FEANF, c'était l'excellence et l'engagement. Pas l'un ou l'autre, mais les deux à la fois, l'excellence et l'engagement. Et quand je suis venu à Paris par la suite, dans les vieux que j'avais, mes aînés, il y avait notamment Alpha Condé, qui était à l'époque assistant, je crois, ou maître assistant à la fac de droit, et Abdoulaye Yerodia, qui est devenu par la suite vice-président en RDC. Tous c'était la même chose. Attention, militer c'est bien, mais en même temps l'excellence. Si tu as les deux, on ne te touchera jamais. Si tu n'as qu'un, tu seras toujours très très pauvre. Donc s'il y a la chance, ça serait ça la chance. Mais en réalité, c'est pas la chance, puisque beaucoup de gens que j'ai connus à l'époque n'ont pas suivi cette évolution, et beaucoup de ceux qui ont fait un choix ou l'autre à l'exclusion de l'autre, ce sont presque tous un peu fourvoyés. Ako Johuani Liae